Salut et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit peu plus en profondeur les SVG. Donc les SVG, c'est tout simplement le diminutif de Scalable Vector Graphics. Donc globalement, c'est un format d'image vectoriel. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme-là, ou qui n'ont jamais utilisé Illustrator, les images vectorielles sont complètement différentes des images que l'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. En fait, dans l'image, on ne sauvegarde pas les différentes couleurs de chaque pixel, mais on sauvegarde plutôt la forme des éléments. C'est-à-dire que plutôt que de dire, bon ben là, le premier pixel il est vert, le second il est vert clair et ainsi de suite, on dit, ben, cette image elle est composée de différentes formes géométriques. Chaque forme ayant une couleur, une bordure, son format est déterminé par des formules mathématiques. Donc l'avantage du SVG par rapport à d'autres formats, ben, c'est tout simplement qu'il peut du coup être redimensionné à volonté. C'est le principal avantage qu'a le format vectoriel. Donc c'est un format que l'on n'utilisait pas trop parce qu'il n'était pas supporté par beaucoup de navigateurs, et maintenant le SVG est quasiment supporté par tous les navigateurs modernes. Donc à partir de IE9, ça fonctionne, et sur tous les navigateurs, même les navigateurs mobiles. Il n'y a que Opera Mini qui pose encore des petits problèmes, mais normalement ça devrait bientôt être supporté. Donc vous voyez là sur cette table-là, on voit déjà, bon, on peut vraiment l'utiliser. Avec en plus l'apparition du Retina, c'est vraiment un format qui va devenir de plus en plus intéressant à utiliser. Donc on peut l'utiliser de deux manières différentes, soit tout simplement en utilisant le tag image, en faisant img src et en mettant à l'intérieur un svg, ou en utilisant par exemple l'attribut background du CSS. Et dans ce cas-là, il faudra générer un SVG. Donc pour générer un SVG, on peut utiliser différents outils tels qu'Illustrator ou Photoshop. Mais ici, nous, on va se concentrer sur un autre attribut qui est plutôt intéressant, c'est la possibilité de faire du SVG inline. C'est-à-dire que par exemple ici, je vous ai fait un petit graphique, j'ai préparé un petit peu le terrain. Mais si vous inspectez mon code, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'ici j'ai une balise SVG, et à l'intérieur, j'ai différents éléments qui me permettent de dire, bon ben voilà, je suis en train de dessiner, je fais un SVG qui ressemble à ça. Donc vous voyez ici, j'ai comme ça dessiné un petit graphique. Donc je me suis créé une petite classe en PHP qui permet à partir de données de sortir comme ça un petit graphique. Donc je mettrai à disposition cette classe-là, ne vous inquiétez pas. Je ne reviendrai pas forcément dessus parce que c'est un petit peu compliqué, c'est beaucoup de mathématiques plus qu'autre chose. Mais on va voir les différents éléments qui le composent. Comment faire une ligne, comment écrire du texte, comment faire des formes géométriques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors certains d'entre vous me diront, mais attends, pourquoi tu te fais chier entre guillemets à dessiner un graphe alors que tu pourrais très bien utiliser des librairies? Donc il faut savoir que avec l'apparition du SVG, beaucoup de librairies JavaScript se sont créées qui permettent de générer différents types de graphiques. Donc c'est très bien pour dépanner lorsque vous êtes un petit peu pressé, mais dans certains cas, lorsque le client par exemple a des demandes spécifiques au niveau de votre graphique, vous allez passer beaucoup de temps à essayer de customiser des graphiques qui sont déjà préconçus. Alors que si vous savez les faire entièrement à la main, ça peut être un petit plus vu que vous allez pouvoir piloter de A à Z l'apparence de votre graphique. L'autre avantage, c'est qu'en écrivant comme ça les SVG en dur, vous pouvez par exemple les générer dans des PDF. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Voilà, ceci étant dit, on est parti. Donc je vais commenter ce que j'ai déjà créé et on va voir ensemble un petit peu comment fonctionne cette balise. Donc la première chose à faire pour créer un SVG, c'est justement d'utiliser cette petite balise SVG. Donc vous faites SVG, vous précisez une largeur et une hauteur. Donc style égale width. Alors vous pouvez le faire à travers le style ou vous pouvez aussi mettre des attributs width et height. Ici, moi je vais directement le mettre dans le style. Donc on va partir sur un petit dessin de 500 par 500. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai mon petit SVG. Alors ce SVG, vous pouvez lui mettre des classes qui vont par exemple permettre de styliser ou de définir la taille. Vous n'êtes pas obligé comme ça de mettre tout en inline. Moi je fais ça juste parce que c'est plus rapide. Donc on va voir les différents formats. Donc on va commencer par des formes simples, faciles à dessiner, et on va commencer par la première forme, c'est le rectangle. Alors hop, je vais mettre ça à droite. Alors pour dessiner un rectangle, c'est tout simplement une petite balise qui s'appelle rect. Donc vous faites hop hop rect. Et ensuite, vous pouvez préciser les différents éléments. Donc d'abord, sa position en X. Donc là, on va prendre un rectangle qui commence par exemple à 10. Sa position en Y, 10. La largeur, donc width. Donc là, on va mettre 400. Et la hauteur, 8, égale 400. Voilà. Et je ferme automatiquement, je n'ai rien à l'intérieur. Donc si je sauvegarde, vous voyez qu'automatiquement, ça me dessine ce petit rectangle noir. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre une classe, par exemple, on va l'appeler GraphRect, comme ceci, et vous allez ensuite pouvoir le styliser en CSS.
Donc il y a beaucoup de styles supplémentaires, c'est-à-dire que pour styliser un SVG, ben, vous allez voir, faire des trucs un petit peu plus poussés que d'habitude. Par exemple, on peut préciser la couleur des bordures, donc c'est stroke, et là on va mettre par exemple du rouge. Je sauvegarde, et vous voyez que j'ai une petite bordure rouge. Si je veux par exemple préciser la largeur, c'est stroke width, et on va mettre 5 pixels. Et là vous voyez la bordure est un petit peu plus prononcée. Si je veux changer la couleur de remplissage, c'est fill. Fill, et je vais mettre par exemple du green, du vert. Et vous voyez comme ça j'ai dessiné mon petit carré vert. Donc évidemment il y a tout un ensemble de propriétés que vous pouvez définir, je vous montre que les propriétés essentielles, sachant que si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, je vous invite à regarder la documentation du W3C. Pour une fois c'est une documentation qui est plus qu'exhaustive et qui est relativement bien détaillée avec plein d'exemples, donc ça va vous permettre de mieux comprendre les différentes propriétés. Là mon but c'est tout simplement de vous préparer le terrain pour que vous voyez un petit peu comment l'utiliser. Donc voilà, là on a vu comment faire un petit rectangle. Il faut savoir que toutes ces propriétés peuvent être modifiables. Par exemple, imaginons dès que je passe sur ce rectangle, hop, je peux mettre un attribut over et dire que la largeur par exemple du tracé, le stroke width, il passe à 15 pixels. Et automatiquement, hop, vous voyez que dès que je passe dessus, ça fait des petites animations. Si je rajoute un transition duration, hop, on va mettre de 1 seconde, automatiquement, ben vous voyez, ça crée des animations. Donc ça peut être plutôt sympa si vous voulez faire des trucs un petit peu originaux. Alors, ça c'est la première balise de base. Vous avez une autre balise qui fonctionne un petit peu de la même manière, c'est la balise circle. Alors cette balise circle, elle fonctionne un petit peu différemment. Vous mettez le nom de la balise c'est circle, vous précisez le centre du cercle, donc c'est CX et CY, donc là on va le mettre au centre de notre canevas, donc 250 pixels, et vous précisez ensuite le radius, donc le radius c'est avec l'attribut R. Et là au niveau du radius on va mettre du 100. Et automatiquement, hop, si je sauvegarde, vous voyez que ça m'a créé comme ça ce petit cercle. Alors, justement là on arrive à un élément, vous voyez que j'ai dû utiliser ces deux éléments de la même manière, mais moi ce que j'aimerais bien faire c'est plutôt les grouper. Donc ce que vous pouvez faire c'est créer des groupes, ça équivaudrait à des calques entre guillemets. Donc pour cela il vous suffit tout simplement d'utiliser la balise G. Donc vous utilisez la balise G, vous mettez plusieurs éléments à l'intérieur, voilà comme ceci. Hop. Et après cette balise vous pouvez la styliser. Par exemple je vais rajouter la classe GraphRect, hop, directement sur cette balise G. Je ferme ça. Et automatiquement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que toutes les propriétés que je vais mettre sur ce groupe-là vont être appliquées à tous les enfants. Donc tous les enfants vont avoir la même couleur de bordure, les mêmes informations. Donc ça peut être plutôt utile si vous voulez comme ça hériter différents styles à plusieurs éléments. L'autre avantage, c'est que vous voyez maintenant que mes deux éléments réagissent de la même manière lorsque je survole le groupe. Voilà, donc ça peut être plutôt sympa. Bon là, pour le coup pour notre exemple de graphique, ça n'a pas un intérêt majeur, mais voilà. Vous pouvez faire comme ça. Donc là, je vais revenir en arrière. Hop, je vais plutôt partir sur deux formes différentes. Voilà, comme ceci. Ensuite, un autre élément, une autre balise plutôt sympa du SVG, c'est le texte. Vous pouvez écrire différents textes. Alors pour cela, c'est toujours une balise très simple qui s'appelle texte. Vous précisez la position en X. Donc là, on va le positionner en haut à droite de notre rectangle. Donc on va mettre 410 en X et en Y on va mettre 10. Ensuite vous fermez votre balise et à l'intérieur vous y mettez votre texte. Donc de la même manière on va mettre une petite propriété, donc on va lui mettre une classe graph-text. Voilà. Au niveau de notre CSS, on peut le styliser de la même manière avec différentes propriétés. Par exemple, on peut changer la couleur et on va mettre du rouge. Moi, je vais carrément mettre red, ça sera plus simple. Je sauvegarde et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça n'est pas appliqué. Attention, ici, il ne s'agit pas vraiment de texte au sens HTML. On est sur du graphique, donc si vous voulez changer la couleur du texte, c'est fill, la couleur de remplissage. Donc là, vous voyez automatiquement, ça met mon texte en rouge. Donc l'avantage, donc vous le comprenez depuis cette balise là, on peut faire la même chose que ce que l'on a fait par exemple pour le cercle, c'est-à-dire mettre une couleur de fond transparente, on peut choisir une couleur de bordure, par exemple on va choisir du rouge, et on peut choisir une taille de bordure, stroke width, et on va partir sur du 4 pixels.
Et vous voyez du coup, alors là ça se voit pas forcément super bien, mais il y a une bordure tout autour de notre texte. Donc je vais changer le font size, donc là par contre bah, c'est du classique, hein, c'est comme la balise le CSS standard. Et vous voyez, hop ça se voit un petit peu mieux, alors peut-être j'ai été un petit peu ambitieux sur le stroke width, j'ai mis 4, je vais mettre 2. Vous voyez que ça, on a notre texte comme ça qui a une bordure. Alors notre texte justement il sort du canevas, donc tout ce qui sort n'est pas visible hein, vu que c'est en dehors du SVG. Donc je vais légèrement le déplacer. Par exemple, en Y, on va mettre 50. Voilà, donc là vous voyez, j'ai votre texte. Je remets 10 parce que c'est justement un autre exemple que je vous expliquais. Qu'est-ce qui se passe si je veux bien aligner mon texte? Que je veux que le centre du texte soit pile poil sur l'angle de mon rectangle. Donc en HTML, on serait tenté d'utiliser le line 8, mais malheureusement ici on n'en a pas accès. Pareil, le text align center ne marcherait pas. On a deux propriétés plutôt sympas. La première c'est texte encore. Donc globalement, c'est l'encre du texte. Par défaut, elle est à start. Ça veut dire que le point que j'ai précisé, donc X et Y, permet de définir le point de démarrage du texte. Middle, ça veut dire que c'est au milieu, exactement ce que l'on veut. Et end, c'est qu'à la fin. Donc c'est comme un texte aligne right. Donc ici, je mets middle. Vous voyez que mon texte, maintenant, s'aligne bien à droite. Bien au milieu. En revanche, maintenant, ce qui me pose problème, c'est la hauteur de ligne. Donc pour ce qui est de la line 8, c'est une autre propriété qui s'appelle base shift, qui vous permet, baseline plutôt shift, qui vous permet tout simplement de décaler votre texte. Et cette propriété, on la met en une sorte de pourcentage. C'est-à-dire que par exemple, si je veux le descendre de moitié, je fais moins 0.5 EX. Je sauvegarde et vous voyez qu'automatiquement mon texte est maintenant centré à la fois verticalement et horizontalement ici. Donc là, je vais redescendre justement comme je le disais tout à l'heure. On va mettre plutôt 200 et 200. On va tout mettre au niveau du centre de mon canevas. Pareil, le cercle, je vais le mettre au niveau de 200, 200. Voilà. Et vous voyez que ici, j'ai maintenant votre texte qui apparaît bien en SVG avec une couleur de contour et une couleur rouge. Bon, ça arrache les yeux, je suis désolé, mais c'est un petit exemple. Donc avec le texte, vous avez comme ça la possibilité de faire des choses que vous ne pourriez pas faire en HTML standard. Donc je vais essayer maintenant de mettre un petit peu ça en pratique pour créer un faux graphique. Alors, mon graphique, il va faire 500 par, on va prendre 300, voilà. Et ce que je vais faire, je vais d'abord faire un rectangle qui va me permettre de déterminer la forme. Donc on va dire qu'il y a une bordure à peu près de 100 pixels autour. Donc je vais d'abord faire mon petit rectangle pour faire la forme générale. Donc je suis parti, rect. En X, on va commencer à 0. En Y, on va commencer aussi par 0. On va choisir une width de 450 pixels. Je me laisse 50 pixels sur les bords, hein, tout simplement. Donc 450. Et une hauteur de 450. Et une hauteur de 250. Voilà. Alors, attention, vu que je veux le décaler, je vais le décaler de 50 pixels par rapport à X. L'axe, il n'est pas comme l'axe mathématique, c'est X vers la droite et les Y vers le bas. Donc 0, ça représente le haut, et par exemple ici, 300 ou 250, ça représente le bas. Et ici, je vais mettre tout simplement directement mon style. Je veux une couleur transparente de remplissage et un stroke, une couleur de bordure noire, black. Voilà, donc là, j'ai la base de mon petit graphique. On va mettre même un stroke width de 1 pixel. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a un petit problème, tout simplement parce que vu que je mets Y à 0, il y a une partie de ma bordure, vu que la bordure s'étend des deux côtés, qui est tronquée. Donc pour éviter ce problème-là, je vais mettre un Y à 1. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre l'axe des X. Donc on est parti, j'utilise ma base texte. Donc là, je vais me faire un petit texte. En X, on va mettre tout simplement le point de départ du graphique, 50. Et en Y, on va mettre tout simplement... Et en Y, on va mettre 460. Et là, on va mettre la date du jour. Donc là, c'est 04 12 2013. Et je ferme mon texte. Je sauvegarde. Alors ici, mon texte ne se voit pas tout simplement parce que j'ai oublié de fermer la balise rectangle. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai mon texte. Alors mon texte, je veux qu'il soit pile poil bien aligné. Donc là, d'ailleurs, on va mettre que le moins, hein, ça suffira. Donc pour qu'il soit bien aligné, est-ce que vous avez bien retenu la leçon? Texte-encore.
Et on va mettre middle. Voilà. Donc là, poum, c'est bien placé. Juste la hauteur qui ne me convient pas, on va mettre 270 pixels. Voilà, et là si je veux mettre plusieurs éléments, je reduplique ma balise, et ici au niveau du X, j'ai juste à changer la valeur. Donc on va en mettre par exemple 1 à 100, ou plutôt 150, 150, et on rajoute un mois. 01 2014. Voilà, hop, je continue, on va en rajouter un tous les 100, donc c'est 250, 350 et 450. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc maintenant qu'on a ces éléments-là, vous voyez qu'on a notre début de graphique, on va mettre la même chose sur l'axe des Y. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier groupe, hop, G, et ce groupe, je vais lui donner la classe graph-x. Voilà. De la même façon, hop, je vais créer un autre groupe que je vais appeler graph-y. Donc g.graph-y. Et là, on est parti, je vais recopier cette balise-là. Donc cette fois-ci, on va placer notre élément non pas en X, mais tout simplement en bas ici. Donc le bas, c'est la hauteur de notre carré, c'est 250. Donc c'est la hauteur de notre carré, donc ici c'est bien 250. Et le X, ça va être le début de mon graphique, 50. Le texte encore, ça sera cette fois-ci à la fin. Et là, on va mettre par exemple 0. Hop, et vous voyez, j'ai ici mon petit 0. Alors le problème, c'est que c'est aligné un petit peu bizarrement, donc je vais rajouter un petit peu d'espace. On va mettre 60. Hop, plutôt 40. Voilà. Et là, vous voyez maintenant, on a notre élément qui est bien aligné. Que le texte commence par la droite et il est bien ici. Un autre petit problème, c'est la hauteur de ligne. Si vous voulez vraiment l'aligner sur le bas, il faudra tout simplement modifier baseline shift pour mettre moins 0,5 EX. Donc là, moi, bon, allez, on va le faire. Baseline-shift et on va mettre tout simplement moins 0,5 EX. Donc je vais faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici en Y, on va faire tous les 50, donc on va mettre 200 ici. Et là, on va dire que la valeur, c'est 100. Hop. Et on est reparti. Hop. Ici, ça va être 200. En Y, ça sera 150. En Y, ça ne sera plus 150, mais 100. Et là, ça sera 300, et ainsi de suite. J'en fais juste un de plus, et ça sera bon. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure, j'ai construit mon petit graphique. Maintenant, j'ai envie de faire mon petit chemin. Et c'est là que le truc se complique. Comment dessiner un chemin? Parce qu'on a vu des rectangles, on a vu des cercles, mais on n'a pas vu du tout comment dessiner notre chemin. Donc là, on va utiliser une petite balise qui s'appelle PAF. PAF vous permet tout simplement de dessiner un chemin. Donc pour dessiner un chemin, vous n'avez pas de X ou de Y, mais directement un data. Donc dans data, vous allez mettre les données qui concernent ce parcours. Donc vous avez plusieurs propriétés. Première, c'est M, qui permet de dire je vais me déplacer. Donc où est-ce que je vais positionner mon curseur pour commencer à faire ma courbe? Par exemple, ici, on va mettre 0, 0. Ensuite, si vous voulez vous déplacer, vous faire L. L, c'est le diminutif de line 2. Donc là, je commence à 0, 0 et je me déplace par exemple à 50, 50. Je sauvegarde. Et vous voyez sur mon graphique, je ne vois rien. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il faut tout simplement définir un style. Donc là, on va l'appeler PAF. On va dire que par défaut, ça a une couleur de remplissage rouge. Ça a une stroke width de 4 pixels. Et ça va avoir une couleur de stroke, de bordure, qui sera du vert. Je sais que je choisis des couleurs immondes, mais c'est pour l'exemple. Au niveau de mon élément, maintenant, je vais préciser une classe. Parce que par défaut, ça n'en a pas. Donc ici, c'est graph-paf. Je sauvegarde et automatiquement, vous voyez maintenant, je vois ma ligne. Donc, cette ligne-là, elle est mal placée. On va la commencer à 50, 0. Oui, c'est ça, 50 et 0. Et ensuite, on va la faire descendre. Donc, on avait dit que le palier, par exemple, c'était de 100, 100, il me semble, au niveau de l'axe des X. Ouais, c'est ça. Donc ici, hop, le prochain point, il sera à 100 et 50. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez continuer à tracer, pas de problème. Vous remettez un L, la ligne, et vous allez le faire évoluer. Par exemple, 200, et on va choisir la hauteur 245. Hop. Et vous voyez, comme ça, on trace. Alors ici, hop, ça va de 50 en 50. Alors,
Donc là, on a vu le M et le L. Il y a un autre petit détail, c'est le petit L. Si vous mettez les éléments que vous mettez ici, mais en minuscules, ça voudra dire tout simplement que c'est relatif. Ça veut dire par rapport au dernier point que j'ai tracé. Par exemple, par rapport au dernier point que j'ai tracé, si je veux aller de 100 vers l'avant, je fais 100. Et si je veux remonter de 100, ben, je fais moins 100. Je sauvegarde, et automatiquement, vous voyez que ça continue à faire ça. Donc c'est une autre manière comme ça de déterminer les différents éléments. Et on va en continuer deux supplémentaires. On va mettre un L, on avance encore de 100 et on s'avance de 80. On monte de 80. Et ensuite, on va remettre du L. Donc là, on doit être à 250, 350, 450, 550. Et on va aller à 0. On va aller à 250. Voilà. Donc comme ça, on a dessiné notre graphique. Alors vous voyez qu'il a un comportement un petit peu particulier. Comme une forme géométrique, il essaie de relier le point de départ au point final, ce qui donne cette couleur un petit peu bizarre. Donc moi ça me va pas, donc ce que je vais faire c'est tout simplement au niveau de mon style.css, ici mettre une couleur de remplissage transparente. Et je vais mettre une stroke width de 2 pixels. Alors j'ai déjà fait une autre classe qui s'appelle tout simplement graphline que je vais réutiliser. Voilà, donc là vous voyez, j'ai comme ça ma petite courbe. Si j'ai envie de faire un remplissage, c'est très simple, je duplique exactement mon élément, sauf que je le ferme, donc à la fin ça veut dire que je refais une ligne qui va jusqu'à 550, 0, ensuite je reviens au début, donc ici, donc pour revenir au début c'est 50, et en axe de la hauteur c'est tout simplement 250, voilà, et après automatiquement il va fermer. Voilà. Et je change la classe pour mettre GraphFill. Et automatiquement, c'est plutôt une couleur de remplissage. Donc en fait, j'ai superposé les deux. D'ailleurs, je vais d'abord mettre le fond et ensuite mettre la courbe autour, histoire que les bordures soient bien visibles. Donc vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Ce que vous pouvez faire, et c'est ce que j'ai fait sur l'autre graphique, c'est mettre des cercles. C'est-à-dire que j'ai créé chaque fois qu'il y a un point ici, des petits cercles. Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est rébarbatif, mais globalement, c'est réécrire des cercles à chaque fois. Et voilà, là vous voyez qu'on a un petit graphique plutôt sympa. On peut même le modifier légèrement. Par exemple ici, le rectangle ne me va pas parce que je ne veux pas la bordure en haut et en bas. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement utiliser PAF. Donc là je supprime ça. Hop. Vous voyez que maintenant mon graphique n'a plus de bordure. Utilisez la balise PAF. Et on est parti. Donc je me déplace au point de démarrage. Donc c'était 50, 0. Je vais ensuite en bas. Donc le point du bas c'est la hauteur. C'est 50, 250. Et ensuite, je vais jusqu'au bout. Donc le bout, c'est la largeur, c'est 450. Et la hauteur, 250. Je sauvegarde. Et vous voyez, comme ça, j'ai mon PAF. Alors, il ne me va pas au niveau du style. Donc au niveau du style, je mets un fil transparente. Hop. Et un stroke, et ainsi de suite. Donc là, c'est des classes que j'ai déjà faites, histoire de ne pas trop me prendre la tête. C'est graph stroke. Hop, du coup, là, je mets pas le style, mais je mets directement la classe GraphStroke. Et je ferme. Donc si je sauvegarde, vous voyez que j'ai maintenant cette bordure-là, sauf que je vais aller jusqu'au bout de mon dessin, c'est-à-dire non pas 450, mais 500. Voilà, donc là, j'ai créé mon petit graphique. Si vous voulez tracer des lignes verticales, ben, vous utilisez PAF et ainsi de suite. Voilà. Donc là, c'est un petit exemple. Je vais en créer un nouveau. Et si je veux un camembert. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a fait des traits tout droits. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux dessiner un petit camembert? Comment je peux faire ça? Ben, c'est toujours avec cette petite balise PAF. Vous allez voir qu'elle renferme quelques petits secrets plutôt sympas. Donc, en plus du L et du M, vous avez la possibilité de faire plusieurs autres propriétés dans Data. Donc là, je vais reprendre ça. Voilà. Et on va modifier la valeur. Donc vous avez la possibilité de dessiner tout simplement un arc de cercle. Alors pour faire cela, alors vous avez plusieurs propriétés. Donc vous avez C au lieu de M. C qui permet tout simplement de faire une courbe de Bézier. Donc je ne vais pas revenir dessus parce que elle est très dure à comprendre, très dure à dessiner et en général on n'a pas forcément beaucoup besoin. Là je vous conseille vraiment d'utiliser un logiciel si vous avez besoin de courbes comme ça. Mais on va voir une dernière petite courbe qui peut être utile et notamment pour le dessin de camembert, c'est le A. Donc ici je vais me placer tout simplement à un point de départ arbitraire. Donc on va prendre le haut en haut au milieu. Qui sera en fait le début de notre camembert qui sera comme ça.
Donc le début au milieu, c'est 250 au niveau de x et 0 au niveau de la hauteur. Donc là, on va prendre un truc qui fait 300 par 300 plutôt. Voilà, histoire de dire bien des conneries. Et ici, je vais prendre un truc qui fait plutôt 100 par 100. Donc vous allez voir, c'est tout simplement pour le calcul du cosinus, pour que ça soit plus simple. Et ici, je vais mettre 100. Et du coup, ici, vous l'aurez compris, je me déplace à 50. Voilà. Si ensuite, je veux me déplacer, je vais quand même tester que le dessin fonctionne bien. On va mettre 50 et 50. Hop, voilà, donc ça fonctionne. Mais là, moi, ce que je veux faire, c'est un arc de cercle. Alors, je vais vous mettre tout de suite un petit exemple. Pour faire un arc de cercle, c'est A majuscule. Alors là, il ne prend pas deux paramètres, comme le L ou le M, mais il en prend 7. Alors, le premier, c'est le rayon de notre arc de cercle. Par exemple, si je veux un rayon, par exemple dans mon cas, je veux un rayon de 50. Et ensuite, c'est le rayon en Y, parce que l'arc de cercle n'est pas forcément pile poil circulaire, il peut être déformé. Donc 50 et 50. Donc ensuite, on va préciser trois paramètres. Le premier, c'est l'axe de rotation de démarrage. Je reviendrai plus tard dessus. Ensuite, vous avez le large arc flag, je reviendrai dessus. Et vous avez le sweep flag, donc je reviendrai encore une fois dessus. Et enfin, ce qui nous importe, c'est le point d'arrivée. Donc par exemple, ici, nous, on veut arriver jusqu'au premier quart. Donc pour arriver au premier quart, c'est 50 et 50. C'est 100 plutôt et 50. Donc je sauvegarde, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement, il a créé un arc de cercle. Alors pas forcément de la manière que j'attendais, moi je le voulais un petit peu plus comme ça. Et c'est là que ces trois paramètres-là rentrent en jeu. Alors hop, je vais vous montrer sur Photoshop pour que ça soit plus simple. Ici, c'est mon point de départ. Ici, mon point d'arrivée. Donc lui, pour faire ce chemin-là, il a 4 parcours possibles, qui ne sont pas forcément tous équivalents. Donc hop, je vais mettre une petite couleur. Et on est parti pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez, ici, il a choisi ce chemin-là. Pourquoi? Parce que vous avez deux flags. D'abord, vous avez le large flag. En fait, si vous mettez 0, ça veut dire qu'il va choisir les arcs de cercle les plus petits. Donc il a le choix entre ces deux-là. Si vous mettez large flag à 1, il choisira les arcs de cercle les plus grands. Donc, je vous montre tout de suite. Ici, je remplace le large flag, qui est le deuxième paramètre ici, par 1. Je sauvegarde. Et automatiquement, vous voyez qu'il choisit le chemin le plus long, l'arc de cercle le plus grand qu'il peut faire. Donc ici, vous voyez qu'il choisit celui-là. Ensuite, parmi ces deux arcs de cercle, il a le choix de faire celui-là, mais il a aussi le choix de faire celui-là. Donc en fait, ce qui va déterminer lequel il va choisir, c'est le troisième paramètre, sweep flag. Ce paramètre, ça indique est-ce que tu dois faire le chemin dans le sens horaire, donc c'est ce chemin-là, ou dans le sens inverse, ce chemin-là. Donc nous ici, dans notre cas par exemple, on veut le faire dans le sens horaire. Donc ici c'est 1. Si je sauvegarde, alors là attention, vous voyez qu'il n'affiche rien parce que je lui demande de faire l'arc grand et dans le sens horaire. Donc l'arc grand dans le sens horaire, c'est celui-là là-haut. Donc globalement il sort de la zone de dessin tout le temps. Donc là non, c'est le petit arc qu'on veut, mais en plus on le veut dans le bon sens. Hop, donc si je sauvegarde, et que je regarde mon graphique, vous voyez que ça fonctionne bien. Si maintenant je veux qu'il aille jusqu'ici, c'est très simple, je mets 100 et 100. Je mets tout simplement 50 et 100. Maintenant, imaginons que je veux aller jusqu'à ici. Ce que je vais faire, c'est que là, au niveau de X, ça sera 0, et au niveau de Y, ça sera 50. Là, vous voyez qu'il fait n'importe quoi, tout simplement parce que là, il essaie d'utiliser le sens horaire, c'est bien ce qu'il fait, mais par contre, il essaie de trouver l'arc le plus court, alors que non, ce coup-ci, je vais utiliser l'arc le plus long. Donc je mets ici 1, et vous voyez qu'automatiquement, comme ça, j'ai mon élément. Si vous voulez tout simplement faire si vous voulez faire carrément un graphique en forme de camembert, ici, je vais remplacer ça par graph fill. Donc à la fin, il complète automatiquement le tracé, ce qui n'est pas forcément très très joli. Si vous voulez pas compléter le tracé, il vous faut tout simplement continuer à faire des lignes et revenir vers le centre. Donc par exemple 50-50, et ensuite revenir au point de départ qui est 50-0. Hop, et là vous voyez comme ça, j'ai mon petit graphique camembert. Si vous voulez représenter des angles qui ne sont pas forcément des angles aussi simples que des angles de 90 degrés, il faut modifier un seul paramètre, et c'est pour ça que ce type d'arc de cercle est simple à utiliser, c'est ces deux paramètres, le point d'arrivée et le point de départ. Donc le point d'arrivée et le point de départ peuvent être calculés avec les fonctions mathématiques cosinus par exemple. Alors, par exemple, si je veux dessiner un arc de cercle qui représente 90 degrés, je fais tout simplement ce calcul-là. D'abord, il me faut connaître
l'angle d'arrivée. Donc pour connaître cet angle, c'est tout simplement, on commence de moins 90, vu qu'on est en haut de notre cercle trigonométrique, et ensuite je rajoute 360 fois le pourcentage, fois 0,5, 0,9, vu que je vais faire 90%. Donc ça, cette valeur-là, c'est une valeur en degrés. Moi, je la veux en radians. Donc hop, je mets tout ça entre parenthèses et je le multiplie par pi divisé par 180. Google connaît pi, donc vous pouvez directement faire ce calcul-là. Donc là, ça me donne une valeur. Cette valeur-là, pour connaître la position en x, je fais le cosinus. Donc cosinus de tout ça. Ça me donne cette valeur-là, qui est, attention, une valeur qui n'est pas relative. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le point de départ. C'est... Ici, notre point de départ, c'est 50. Et je rajoute cette valeur-là, multipliée par le radius, qui est tout simplement 50 aussi. Donc là, c'est des valeurs plutôt sympas. Ça me donne 20,6. Donc ça veut dire que le point d'arrivée ici, qui se trouve ici, alors c'est après le radius, c'est à cet endroit-là. Le x, ça sera 20,61. Et si je veux la position en y, c'est sinus, donc je refais la même chose. Sinus, et ça me donne 9,54. Donc là, hop, 9,54. Allez, on va arrondir à 55. Je sauvegarde, et hop, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement, j'ai un graphique qui représente 90%. De la même façon, on peut modifier le point de départ pour représenter des tranches qui commenceraient à n'importe quand. Mais voilà, c'est un petit exemple, je vous invite évidemment à faire le calcul vous-même si vous voulez vous amuser, mais vous pouvez comme ça dessiner des graphiques camembert très simplement, directement en utilisant les SVG. Et on en vient à l'exemple que je vous ai montré au tout début. Les SVG vont vous permettre comme ça de générer des graphiques. Par exemple, je me suis créé ici une petite classe, ça m'a pris moins d'une heure, qui me permet comme ça de générer un graphique sous forme de ligne avec des petits points, vous le voyez, sur lesquels on pourrait mettre tout simplement des petits tooltips, mais c'est déjà un bon début. L'avantage de faire ça par rapport à des librairies JS, c'est que là c'est entièrement personnalisable, je peux évidemment modifier tous les éléments du graphique, et que ça prend beaucoup moins de poids et de performance. Pour le coup, ça me prend 100 lignes en PHP, et encore je me suis mal pris, et ça me prend quelques lignes comme ça au niveau du PHP. L'avantage, c'est qu'au final, dès la génération du code source de la page, ben, j'ai directement mon petit graphique. Ça évite que l'utilisateur ait plein de SVG à charger, plein de JavaScript à charger qui font plusieurs kilos. Là, en quelques octets, ben, il a directement ben, le graphique. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de bien dégrossir la notion d'SVG. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez faire des formes un petit peu plus complexes, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement vous renseigner sur les différentes balises au niveau du W3C, sachant qu'ici on a bien dégrossi le travail. Je ne vous ai juste pas parlé des courbes de Bézier qui étaient un petit peu complexes, qui étaient un petit peu trop complexes ici pour ce tutoriel en théorique. Donc voilà, si vous avez des questions ou des suggestions concernant les SVG, n'hésitez pas à poster un commentaire, hein, ça pourra faire l'objet de nouveaux tutoriels.